très passionnant. On maintient le rythme parce que on s'est engagé à terminer à 10h30. Donc, chère Monique. Merci. Merci. C'est tout ce que j'ai entendu était véritablement passionnant et très juste, m'a-t-il semblé. Mais pardonnez-moi, je devrais moi partir impérativement à 10h40 parce que j'ai un audit. Alors, je voulais revenir sur quelques idées qui ont été proposées. L'intérêt dont ce débat témoigne pour l'enseignement, et puis cette formule générale, faut-il favoriser le primaire et le supérieur, me paraît une très bonne façon de poser la question. Mais si vous voulez bien, je voudrais m'interroger sur ce que signifie favoriser, avant de vous parler de mon expérience à l'École normale supérieure, qui a été citée par le ministre tout à l'heure, par Benoît Hamon, comme en quelque sorte l'incarnation, mais aussi la caricature de cet affreux système de sélection élitiste. Et puis vous dire quelles sont les analyses qu'on a pu faire, enfin que j'ai pu faire en tout cas dans cette position, puisque j'ai dirigé l'école normale pendant plusieurs années, et quelles sont les initiatives que nous avons essayé de prendre dans un cadre plus large pour remédier aux problèmes que nous voyons, aux très graves problèmes qui ont d'ailleurs été en maintes occasions évoqués ici. Alors d'abord, favoriser, évidemment, ça veut dire investir, mais ça veut dire aussi, de manière beaucoup plus fondamentale, prendre conscience de l'importance du problème. Comme cela vient d'être rappelé, les questions éducatives et singulièrement les questions qui ont trait à l'enseignement supérieur sont des questions qui sont au fond décisives pour l'avenir de nos sociétés. Ça a l'air d'être une banalité de dire ça, mais quand on l'approfondit, il y a tout de même certains aspects qui paraissent un peu inattendus. Songez que chaque année, il y a environ 800 000, 900 000 jeunes qui s'orientent vers l'enseignement supérieur. C'est une sorte de migration, d'évolution sociale d'une importance considérable. Or, que leur offrons-nous à ces jeunes qui s'orientent vers l'enseignement supérieur, le plus souvent plein d'espoir, avec l'idée qu'ils vont acquérir les outils et les atouts qui leur permettront de construire une vie autonome, comme vous le disiez, indépendante. Eh bien, que leur offrons-nous comme choix ? Regardez ce qui se passe entre le mois d'avril et le mois d'octobre, où les étudiants cherchent une orientation, les portes qui se ferment, les filières qui apparaissent extrêmement étroites. Le message général qui en ressort, c'est que là où vous voulez aller, il n'y a pas de place pour vous. Alors vous pouvez imaginer ce que c'est qu'une classe d'âge entière qui ressent cela, après l'avoir sans doute ressenti de manière beaucoup plus émoussée et ténue pendant toute la scolarité antérieure. Quelle jeunesse formons-nous ? Quel rapport à l'avenir instillons-nous dans cette jeunesse ? Quel facteur d'optimisme lui donnons-nous ? Pour moi qui ai enseigné plusieurs années dans une université américaine, à Stanford, j'ai pu voir à quel point les étudiants, quand ils arrivaient, quel que soit leur passé, ou bien après leur graduation, quelle qu'était leur discipline, archéologie, géographie, géosciences, peu importe, se lancer dans la société comme des conquérants avec le sentiment qu'ils allaient dans une société ouverte où ils étaient attendus et où on ne leur disait pas « il n'y a plus de place, c'est saturé, de toute façon c'est très étroit, toutes les filières intéressantes », mais où on leur disait « allez-y, on vous attend ». Donc évidemment, ça fait une jeunesse différente, ça fait un dynamisme de société différent, et puis ça fait peut-être aussi une perspective de développement économique différente. Alors, le ministre tout à l'heure a insisté sur le fait a rappelé plutôt qu'insister d'ailleurs, le fait que le système éducatif n'avait pas pour finalité la croissance. C'est vrai, de notre côté, on observe que là où il y a gros investissements et prise de conscience de l'importance de l'éducation, et en particulier de l'enseignement supérieur, il y a aussi croissance accrue. Donc c'est une corrélation qu'on examine. Maintenant, quant à donner une explication détaillée de tous les liens causaux qui permettent d'expliquer ça, c'est une autre chose. Pour ce qui a trait aux jeunes, en tout cas, je ne vois pas comment nous pouvons nous lancer ou essayer de réfléchir à l'éducation dans toutes ces strates si la question de leur employabilité ne se pose pas. Bien sûr, leur place dans leur société, leur capacité à jouer le rôle de citoyen critique, à résister à malheureusement des mouvements extrémistes et hausses qui s'emparent de plus en plus de nos sociétés, même occidentales. Mais d'abord, et aussi trouver un travail. Et un travail qui ne soit pas simplement le premier travail, c'est-à-dire la marque de l'employabilité immédiate, mais un travail qui leur permettra
et de rebondir éventuellement pour une autre occupation professionnelle, ce qui pose la question des études et de la formation. Parce que s'ils n'ont pas eu la formation qui leur permet de trouver un premier travail, mais c'est également la formation qui leur permettra de se réadapter au cas où cette première expérience professionnelle tournerait mal, ou au cas où ils souhaiteraient eux-mêmes explorer d'autres voies, eh bien, il est absolument nécessaire de leur donner une formation intellectuelle qui soit orientée sur cela. Alors, pour l'école primaire, je ne suis pas tout à fait dans la situation d'en parler, encore que c'est une question à laquelle je me suis beaucoup intéressée, puisqu'à l'école normale, nous avions même rédigé un programme de grammaire, un programme complet sur tout le cycle d'apprentissage de la grammaire, qui nous paraissait intégrer toutes les découvertes, enfin les récents acquis scientifiques en termes de théorie de l'apprentissage, mais également qui était aussi fondée sur une chose dont il n'a pas été question jusqu'à présent, c'est la capacité d'autonomie qu'auraient les responsables d'établissements scolaires primaires pour adapter les programmes. Enfin, évidemment, pas discuter des objectifs. On est tous d'accord sur ce qu'il faut que les enfants sachent faire à la fin de l'école primaire, mais une relative autonomie dans la façon d'adapter les programmes et la répartition des apprentissages. Il reste que je constate en effet, pour moi, que je m'étais fini volontiers, et beaucoup plus comme une ancienne élève de l'école républicaine française, eh bien, je constate quand même que, enfin, pour moi, qui ai été scolarisée très tardivement pour différentes situations, qui ne suis pas née en France, et quand je suis arrivée à l'école normale supérieure, la moitié des jeunes filles qui étaient avec moi étaient des filles d'ouvriers, de paysans, d'instituteurs. C'est-à-dire que l'école arrivait à faire quelque chose qu'elle n'arrive plus à faire il y a 30 ans. Il faut quand même poser une question sur l'école. Il faut changer la manière dont nous enseignons aux enfants. Et là, il n'y a pas d'idéologie à avoir. Toutes les expériences sont à mettre sur la table. Et celles qui paraissent les plus radicales et les moins en phase avec une sorte de consensus, pour ne pas dire de bien-pensance éducative, égalitariste aujourd'hui, doivent être approfondies. Là, l'urgence, quand 20% des enfants, et d'ailleurs, après le Conseil d'éducation, c'est 25%, sortent de l'école primaire sans maîtriser la lecture et le calcul, il n'y a plus d'idéologie qui vaille. On ne peut pas avoir le moindre idéal de justice sociale au sens de donner une vraie chance à chacun si on ne se donne pas les moyens de résoudre ce problème. Et là, c'est le moment de l'expérimentation. Et les responsables d'établissements scolaires très engagés dans le travail qu'ils font aussi leur mot à dire. Ce n'est pas simplement le corps des inspecteurs de l'éducation primaire qui avait d'ailleurs désintégré le programme que nous avions proposé, qui est un programme progressif avec une part de prescriptif et sans jargon, surtout avec la possibilité pour tout l'environnement familial d'aider l'enfant et ne pas créer cette sorte de situation où désormais on a l'impression que l'apprentissage de la linguistique la plus sophistiquée a été substitué à l'apprentissage de la grammaire, qui a au-delà de la connaissance de la grammaire, évidemment, l'apprentissage de la grammaire a des fonctions de structuration intellectuelle évidentes. Alors j'en viens à l'enseignement supérieur. À l'école normale supérieure, bien, quand on dirige cette institution, on constate la chose, on la connaît déjà, c'est-à-dire aujourd'hui, un enfant qui naît dans un milieu défavorisé, d'ailleurs autant culturellement que socialement, les deux choses ne se recouvrent pas nécessairement toujours, n'a aucune chance d'accéder à des filières comme cela, et pas simplement l'école normale. Bon, n'oublions pas quand même que les élèves qui rentrent à l'école normale ont énormément travaillé, souvent sacrifié une partie de leur jeunesse, et ils ont joué le jeu, si vous voulez. Dans toutes les réformes, il faut pas oublier la capacité qu'ont les individus à détourner les systèmes les plus égalitaires. On nous a parlé de réformes éducatives radicales. J'aimerais savoir où sont scolarisés les enfants de ceux qui nous gouvernent. Les stratégies d'évitement, d'identification des niches et tout ce que l'on fait pour placer ces enfants là où ils ont le maximum de chances et surtout éviter de toutes les façons possibles. Alors là, il n'y a plus aucune affiliation politique ou allégeance politique qui compte. Enfin, dans le poste que j'ai occupé, je l'ai observé. J'espère que je ne choque personne. Eh bien, il ne faut pas mésestimer cela. C'est une donnée du problème. Et une réforme qui ferait comme si ça n'existait pas, cela évidemment serait voué à l'échec. Ça me paraît évident. Donc, l'élitisme français, rien contre, après tout, l'efficacité d'un système, c'est sa capacité à assurer l'emploi de ceux qu'il forme, sa capacité à assurer la croissance. Et puis peut-être aussi, c'est une spécialité française. Nous sommes un petit pays avec un grand passé, un immense passé. Nous avons cette niche d'excellence scientifique, d'excellence littéraire. Bon, mais pourquoi y renoncer ?
Et il est vrai que notre système éducatif extrêmement élitiste permet d'y satisfaire. Il y a 200 élèves qui rentrent chaque année à l'école normale supérieure. Ils vont alimenter la recherche française pour la plupart d'entre eux. Certains auront, puisque l'école normale supérieure est devenue spécialiste dans les formations des anciens élèves des prix internationaux les plus prestigieux, ça permet à la France d'exister encore comme une grande nation de la science française, de la science mondiale et une grande nation intellectuelle. Why not? Il n'y a aucune raison de saper ça. Simplement, ce sont des filières beaucoup trop étroites. C'est bien évident, 200 élèves, c'est ridicule. Et c'est pour ça que nous avons essayé de faire entrer des étudiants qui n'avaient pas passé le concours. Ce sont des filières qui donnent à chacun, avec les classes prépa qui les précèdent, le sentiment qu'en effet, les destins se scellent à l'âge de 10 ans et définitivement à l'âge de 17 ans, ce qui est une aberration. Et puis, non seulement pour des critères sociaux et culturels, mais aussi parce qu'il y a des enfants qui ont eu des troubles d'adolescence, il y a eu des enfants qui vivent dans des familles difficiles ou dans des entourages difficiles, il y a des enfants qui se réveillent plus tard. Comment ne pas construire un système qui puisse être à l'écoute de cette différenciation des destins scolaires? Et puis surtout, cet élitisme français est totalement déconnecté de tout souci de valorisation économique et pratique une forme de quand même, en large partie, l'école normale un peu à côté des autres, mais quand même, de formatage intellectuel dont la condition de subsistance est l'extraordinaire conventionnalisme qui règne aujourd'hui dans la société française quant à la valeur des diplômes. Un diplôme de grande école sera toujours, par convention, en partie d'ailleurs, pris comme un excellent signe de qualité de l'étudiant, sans qu'on s'interroge d'ailleurs ce qu'il y a comme formation derrière, alors que certains diplômes universitaires, beaucoup plus exigeants en termes de formation, eux, sont privés de toute valeur, enfin, ou en tout cas, sont dotés d'une valeur bien inférieure sur le marché du travail. Il y a quelque chose qui ne va pas là, franchement. Ce n'est pas l'existence des filières d'élite qui me gêne, il en faut, et s'il y a des étudiants très doués qui veulent consacrer leur vie au travail, il n'y a aucune raison qu'ils ne puissent pas le faire. Ce qui me gêne, c'est que ces filières d'élite ou cette reconnaissance des talents et des efforts se transforment très tôt, dès que les enfants ont 10 ans, et a fortiori à 17 ans, en espèce de rente et en filière réservée. Ce qui me gêne, ce n'est pas l'exigence qui permet aux meilleurs d'aller le plus loin. Je suis favorable à un système de très grande différenciation. Ce qui me gêne, c'est l'étanchéité, l'absence totale de passerelles. Donc, différenciation et passerelle. Et dans ce que nous avons créé avec l'école normale qui s'appelle Paris Sciences et Lettres, cette nouvelle université qui a été reconnue comme IDEX en profitant des réformes qui ont été lancées et qui sont encore approfondies et renforcées aujourd'hui avec l'actuel gouvernement, nous avons essayé, justement, convaincus que dans 20 ans, il n'y aurait plus de séparation, et nous le souhaitons très vivement, entre les formations de premier cycle en France, mettre sur la table et prendre l'initiative d'une forme de rapprochement entre filières... entre les filières qui jouent sur la différenciation et qui, en même temps, organisent sans cesse des passerelles. Mais pour nous, la question, elle doit se traiter à partir de ce qui nous paraît l'essentiel, c'est-à-dire comment former un jeune aujourd'hui. Quelle formation lui donner? Et c'est à partir du concept de formation, à mon sens, que nous arriverons à rapprocher efficacement et sans tous ces systèmes d'évitement qui inévitablement paralyseront les meilleures intentions de réforme, parce que les bénéficiaires des grandes écoles, qui ne sont pas toujours ceux qui appellent à leur disparition, continueront à tout faire pour que des systèmes élitistes soient maintenus pour y envoyer leurs enfants, eh bien, c'est par la réflexion sur le concept de formation que l'on peut arriver à rapprocher ce qu'il y a de très bien dans la formation en classe prépa et ce qu'il y a aussi d'excellent dans la formation universitaire. Le modèle de référence aujourd'hui dans l'enseignement supérieur est un modèle universitaire. Nous devons tous y œuvrer. Nous sommes plutôt des grandes écoles, d'autres y œuvrent à partir de l'université, et en mettant en avant la possibilité de passerelle et ensuite de rapprochement, puis d'intégration au final entre les deux filières, mais en insistant sur la qualité et sur l'engagement de formation que nous pouvons développer. Je crois que ce sera une solution, une façon de répondre aussi à l'autre question qui grève ces filières d'élite, c'est-à-dire elles concentrent une excellence scientifique et intellectuelle incontestable, mais qui a la plupart du temps aucun impact sur la croissance économique, qui n'est pas facteur d'innovation, de création d'entreprises, de création de valeur économique. Donc là aussi, il y a une mutation radicale à réaliser en termes de formation, en particulier des scientifiques et des ingénieurs. Nous essayons de faire ça aussi, très modestement, à notre place, mais si beaucoup d'autres le font autrement, on arriverait peut-être à changer ce pays.
Merci beaucoup, Manu. Tu connaissais la définition de l'enseignement supérieur français. Nous avons les meilleurs élèves du monde, nous avons les meilleurs professeurs du monde. Le problème, c'est qu'ils ne se rencontrent pas. Enfin bon.